Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. J'ai la chance et l'honneur de recevoir parmi nous Yann Skorochod et Marc Gouzy qui sont les associés et cofondateurs de Broker Défense. Comment ça va Marc? Merci Jean, ça va très bien. Et comment ça va Yann? C'est vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux. Ouais, tout très bien. Ravi d'être ici et d'être en votre compagnie pour ce podcast. Ah, c'est clair, c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir tous les deux parce qu'on sait que vous bossez déjà beaucoup, donc vous nous avez consacré du temps, vraiment merci pour ça. Et surtout que vous êtes dans un univers qui est incroyable, vous êtes sur la partie un peu cachée de la blockchain, vous êtes les personnes qui sont là pour solutionner la plupart des problèmes qu'on a sur la blockchain et heureusement que vous êtes là et j'ai eu la chance de voir vos services de manière personnelle et franchement ils sont incroyables. Donc du coup je suis trop content de vous avoir sur le podcast et on va pouvoir échanger ensemble. Commençons par toi Yann. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à cofonder Broker Défense? Oui, alors moi j'ai commencé d'abord dans la banque en gestion de patrimoine, hein. J'ai un master dans ce domaine, Cool. quelques années en banque, après chez un éditeur de logiciels toujours dans le domaine patrimonial, avant de faire quelques années de trading pour compte propre. Et puis de rejoindre Broker, puisque Marc cherchait un associé en remplacement d'un autre associé qui s'en allait. Et puis j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux. Je connais pas trop mal le domaine, notamment à l'époque le trading, puisque à l'époque on était plus dans tout ce qui touchait les arnaques au trading que la crypto maintenant. Et voilà, on se connaissait depuis quelques années et on a décidé de bosser ensemble. Ok, ok, génial. Et toi, tu connaissais déjà un petit peu le Web3 par le trading ou c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure où tu es rentré chez Broker Défense? Je connaissais déjà un peu, alors pas par le trading, hein, plus par intérêt, placement, parce que Ouais. curiosité, d'avoir regardé un peu ce que c'était, d'avoir acheté quelques tokens par-ci par-là au fil des années, et après oui, avec le virage qu'on a pris sur Broker Défense, l'arrivée du Web3 chez Broker Défense, oui là ça m'a permis d'en connaître beaucoup plus et d'apprendre tous les jours sur ce domaine qui va à 100 à l'heure. Ouais, c'est la folie, hein. Surtout dans le milieu des arnaques. On va revenir sur le sujet parce que vous avez plein de spécialités et justement, on va pouvoir en parler longuement. Et toi, du coup, Marc, tu as décidé donc de te lancer aussi dans l'écosystème. Tu es donc associé chez Broker Défense. Pareil, quel est ton parcours? Est-ce que tu es venu directement dans cette partie défense? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir développer cette société? Alors moi j'ai un parcours qui va être assez atypique. Au tout début, comme formation, j'ai fait des études d'économie et après, j'ai totalement bifurqué dans un domaine qui a absolument rien à voir, c'est-à-dire que j'étais à l'école d'aviation civile et j'ai un diplôme de spécialisation sur le management d'aéroport. Donc j'ai eu une première vie professionnelle, sur un aéroport français. Et suite à ça, voilà, changement de vie professionnelle, comme maintenant c'est assez courant, hein, d'avoir des ruptures professionnelles qui se déroulent tout au fil de la vie et j'ai cofondé donc Broker Défense, c'était en 2014 à l'époque, donc avec un autre associé, qui lui avait plus un profil, on va dire de serial, créateur. Donc on a développé ça, on a mis en place tout ce qu'il fallait. Alors 2014, on n'était pas encore sur le Web3, hein. Le Web3 commence à exister. Moi, à titre perso, c'est des choses qui m'intéressaient un petit peu. J'ai toujours été quelqu'un de très techno, qui s'intéressait, voilà, qui surveillait ça. Alors surveiller, bon, je dirais que voilà, mon regret n'a pas été d'avoir investir à l'époque et d'avoir peut-être pas passer plus de temps à creuser la question, mais bon, quand on crée une boîte, on est à 100 à l'heure sur la boîte. Donc du coup, on met des On a œillères d'autres sur tout le reste. priorités. Ouais. Et Mm. si j'avais pas créé Broker Défense, voilà, j'aurais été un investisseur en Bitcoin probablement en 2014-2015, j'en sais rien. Voilà, c'est facile de refaire le monde après coup, hein. Ouais, Euh, c'est toujours pareil, c'est vrai. c'est ça, c'est ça. Et donc on a créé ça. Et puis donc voilà, Yann m'a rejoint il y a quelques années maintenant, puisque maintenant on a presque la moitié de la vie de la société avec Yann que sans Yann. Et on a fait le tournant Web3 quasiment à l'arrivée de Yann, en fait, tout simplement. C'est un peu ça, ouais. Alors, pas qu'il ait Mais c'est le apporté le hasard, hein, Web3, c'est pas moi qui ai fait le virage. C'est que voilà, c'était le hasard, voilà, c'était les le marchés moment.
lancer, voilà, C'était le moment. les C'est-à-dire qu'au début, marchés. on était vraiment sur l'escroquerie classique, traditionnelle, alors «traditionnelle» entre guillemets, hein, parce qu'on était sur, l'arnaque par téléphone, par internet où, internet était le support technologique moderne d'un type d'arnaque plus ancien qui est l'arnaque, au téléphone, hein, tout simplement, téléphone ou courrier postal. Faux investissements, enfin voilà, le genre de choses qui est tout à fait classique. Donc on a construit, voilà, les recours, tout ce qui allait derrière et puis, bah, voilà, après, bah, il y a des modes dans l'arnaque, hein. C'est par définition, les arnaqueurs sont à la pointe de la technologie. Parce que Mmh. s'ils le sont pas, ils sont attrapés, ils sont plus là. Donc il y a plus d'arnaque. Donc si on parle du concept d'arnaque en tant que telle, elle est forcément à la pointe de la technologie, donc elle est forcément dans le web 3. Mais elle est dans le web 3 comme elle est partout. Donc Ouais. voilà, c'est voilà, ça a été en fait mon profil et puis, bah, maintenant voilà, bon je veux pas trop aller plus loin dans mes réponses parce que Ouais, il y a sinon pas de je vais griller tes questions. c'est un peu ça et donc du coup, vous avez soufflé quand les 10 ans de la boîte? C'est déjà passé ou ça va arriver? Et beh, tu vois, on a tellement la tête dans le guidon Je sais qu'on que l'a passé sans le C'est quand voir parce l'anniversaire? que c'était Ah ouais, ouais? c'est ça, c'était il y a 1 mois et demi, en fait. Ah bon, bah, bon anniversaire en retard, hein. Ah Mais merci. franchement 10 ans, ça se fait, 10 ans d'une boîte. On sait Mmh. que déjà faire tenir une boîte 1 an, c'est déjà, difficile, 3 ans encore plus, 5 ans et cetera. 10 ans, voilà, ça montre, bah, le sérieux de la boîte et le sérieux, bah, de votre travail et ce que vous mettez sur le marché. Donc vraiment, c'est félicitations à vous et actuellement, du coup, c'est quoi la vision maintenant derrière Broker Défense? Donc on a vu que vous avez plusieurs missions. Est-ce que Yann, tu peux nous expliquer c'est quoi justement les principales missions de Broker Défense? Bah, nous, ça va vraiment être tout ce qui tourne autour de l'accompagnement des victimes d'escroquerie financière. Donc, on est principalement sur de l'arnaque aux faux investissements. Donc, comme Marc commençait à le dire, c'est vraiment l'ingénierie sociale, hein. C'est vraiment, ils vont retourner la tête des victimes pendant des semaines, voire des mois, à leur promettre des choses, à leur soutirer l'argent, à leur en rendre un peu des fois pour leur faire croire que ça marche. Et puis voilà, jusqu'à presser le citron au maximum, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc nous, ben voilà, on va intervenir pour vraiment les accompagner, déjà démêler tout ce qui s'est passé. Ça prend déjà du temps, hein, puisque comme dit, ça a duré des fois des semaines, voire des mois. Donc faut leur expliquer, malheureusement, qu'ils fassent leur deuil de tout ça, qu'ils comprennent que c'était une arnaque. Et donc, on va les accompagner à la fois sur la partie juridique, mais aussi sur la partie technique, notamment maintenant avec le Web3 et l'analyse on-chain, ou un peu d'enquête aux int. Et puis, on a aussi, on va dire indirectement, une partie prévention, puisque on fonctionne beaucoup en écrivant des articles. Donc, dès qu'on découvre une arnaque, on va écrire un article dessus. Donc souvent, ce sont des arnaques qui sont encore en fonctionnement et ça peut permettre Oui. aussi à des gens d'éviter de se faire prendre dedans, quoi. Ah, ça fait pas mal de missions, ça. Vous arrivez à vous en sortir avec autant de travail? Ah bah, faut bien, hein. Ouais, j'imagine, ouais, ça doit être la course et vous êtes combien actuellement dans l'équipe justement pour pouvoir, suivre toute cette partie? On est une petite dizaine, hein, en prenant, Waouh, ouais, bravo. 8-10 équivalents temps plein, à la fois en salarié, quelques freelance, voilà, en fonction des compétences, chacun a ses OK. compétences. Ah donc effectivement, ça fait vraiment beaucoup de tâches, beaucoup d'activités. Après, comme on sait, c'est assez diversifié le monde de l'arnaque et du scam. Donc, on est obligé, je pense, d'avoir vraiment plusieurs cordes à son arc pour pouvoir apporter un maximum de valeur et se distinguer aussi de la concurrence, justement. Marc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à ça? Quels sont vraiment les objectifs principaux pour justement vous distinguer des autres et du secteur? Parce que on sait qu'il y en a sûrement d'autres. Et comment Mmh. justement vous mettez en face ce travail-là? En face ce travail-là. Alors alors du coup, moi, je vais préciser un petit peu plus, ce qu'a dit Yann. Je vais concentrer le point parce que nous, quand il parlait de les victimes qui se sont fait retourner la tête avec l'ingénierie sociale, en fait, la caractéristique principale d'un dossier d'arnaque, ça va être le mensonge. Et donc, en fait, Ouais, face à un mensonge, tu vois, tu as la victime quelque part, elle sait plus comment elle s'appelle. C'est-à-dire qu'elle a un dossier,
dans lequel il y a une grande partie des éléments qui sont totalement fictifs, c'est du scénario, quoi, c'est totalement inventé, et il y a une partie qui est réelle. Donc nous, notre métier, on va démêler l'un et l'autre, on va le mettre en forme. Alors quand je dis mettre en forme, ça veut dire qu'on ne va pas supprimer les informations, c'est-à-dire qu'on va les classer. C'est-à-dire qu'on va prendre les éléments factuels, on va dire ça c'est réel, c'est factuel. On va prendre les éléments de décor de scénario, on va les isoler, on va dire ça c'est les éléments de décor de scénario qui vont servir à illustrer. Et comme ça, on a un dossier qu'on va pouvoir remettre clé en main, soit aux avocats, soit aux forces de police et à la justice. Et c'est ça notre plus-value, c'est ça qui fait notre différence avec la concurrence. Parce que ça, c'est un travail qui est extrêmement, on va dire, ingrat, qui est hyper chronophage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au fond des choses, il faut vraiment prendre de creuser les documents, d'aller dans le détail. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui dit moi j'ai fait l'introduction en bourse de Tesla à la bourse de Bruxelles, bah nous on va aller creuser et on va se rendre compte que dans le document d'introduction en bourse de Tesla à Bruxelles, avec le cachet du régulateur chypriote et la signature du sous-secrétaire de Gibraltar, bah, on se rend compte qu'il y a quand même un élément avec un nom de société qui est réel, qui est en Espagne. Et donc, en fait, il n'y a rien en Belgique, il n'y a rien à Chypre, il n'y a rien à Gibraltar, mais c'est un dossier espagnol. Voilà, donc compétence du droit espagnol, tribunal espagnol, etc., etc. Donc, ça, c'est ce travail de filtre et de tri, et on va décharger les cabinets d'avocats de ces tâches. Parce que ça, quand une victime va voir un avocat, bah, il y a toute la question, c'est quel est l'accès à l'avocat. Et l'avocat prend le dossier. Du coup, quand il y en a dans tous les sens et quand l'arnaque est bien faite, c'est pas forcément facile de le voir et de le détecter tout de suite. Il y a des fois, voilà, même avec de l'expérience, on se dit: «Waouh, bon, C'est ingénieux. ouais, c'est ingénieux, mais c'est bien trouvé, quoi. C'est bien trouvé, c'est maléfique, mais bien trouvé, quoi». Donc voilà, donc c'est ce travail-là qu'on va faire et qui, somme toute, ne nécessite pas un savoir-faire d'avocat, clairement. Donc du coup, l'avocat, lui, il va être mal à l'aise pour facturer ce genre de choses, qui pourtant est indispensable. C'est-à-dire que si ce travail-là n'est pas fait, bah, du coup, On n'y a rien. la plus-value du travail d'avocat, bah, voilà, s'il part sur une procédure au Luxembourg, ou à Gibraltar, alors qu'en fait c'est en Espagne, bah, ça change tout. On n'est pas du tout dans la même chose. Donc ça, c'est vraiment notre cœur et c'est ce qui fait réellement notre différence avec tous les autres. C'est cette Waouh! capacité de prendre le temps d'aller creuser les dossiers et de fournir quelque chose qui fait que nos dossiers sont extrêmement qualitatifs et ça se voit en termes de résultats. C'est-à-dire que là, on va être capable, bah, d'avoir potentiellement un résultat là où les autres n'auront pas de résultat parce qu'il y a eu un problème au niveau de la préparation initiale. Et donc du coup, c'est une réelle enquête, hein. Si on écoute, ce que tu expliques, c'est vraiment une réelle Alors enquête. C'est pas juste, alors oui, c'est de l'enquête. Quelque part, oui, ça fait partie de l'enquête, effectivement, mais c'est de l'enquête, on va dire, documentaire sur les éléments du client. OK. C'est-à-dire que ça, on est sur la phase d'enquête où on va pas sortir du Ah oui, dossier, on va pas aller, dans la rue, faire de la filature et cetera. Ça, c'est le travail des détectives, des agents privés de recherche, auxquels on a parfois recours, hein. Il y a parfois certains dossiers où on a besoin de ce genre de choses. Donc du coup, il y a des professionnels qui font ça très bien, on travaille avec eux et voilà, ça peut arriver. Mais là, on est purement sur le travail documentaire. Voilà, ça c'est vraiment le cœur, c'est notre énorme plus-value dans les dossiers, qui va être complété, comme l'a dit Yann, avec d'autres missions parallèles, complémentaires. Mission on-chain, analyse on-chain, mission d'enquête réellement un peu plus OSINT, donc la collecte de données open source. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut être amené à faire. waouh! OK, bon, très complet encore une fois et on voit vraiment que vous distinguez très fortement par rapport à la qualité de votre travail. Vraiment bravo, bravo pour ça. Yann, quels sont les styles de clients que vous avez? Marc, tu nous parlais donc, bah, des avocats, mais est-ce qu'on est obligé d'être une entreprise pour venir vous voir? Est-ce qu'on est obligé d'être la police, un avocat, un gendarme ou quelqu'un comme ça? Ou est-ce que si on est un privé, on a la possibilité aussi de venir vous voir? Ah oui, c'est nous, la majorité de nos clients, ça reste des particuliers, hein. OK, cool. C'est vraiment du particulier. Et quand c'est de l'entreprise, souvent c'est voilà, c'est le gérant, enfin c'est le patron de l'entreprise qui s'est fait avoir avec la trésor de la boîte, hein. Mais donc on est principalement les cas d'arnaque qu'on a, c'est principalement du particulier, hein. Comme je disais, c'est du faux OK. investissement, donc c'est pour ça que ça touche vraiment principalement du particulier, souvent plutôt âgés, parce que c'est eux qui ont les moyens, hein, c'est eux qui ont les fonds, Possible. Mmh. parce que voilà, les économies d'une vie, ou alors ils viennent de vendre un bien immobilier, voire même une entreprise, et voilà, ils ont des fonds qui sont dispo et ils se disent tiens,
en attendant de les réemployer d'ici quelques mois, je vais en profiter pour qu'ils me rapportent 10, 15, 20, 30% par an, comme on me l'a promis. Et donc voilà, c'est vraiment du particulier. Après, effectivement, à côté de ça, on a aussi du B2B dans le sens, oui, des avocats pour qui on va pouvoir préparer les dossiers. Et donc, justement, faire tout ce travail dont Marc parlait, qui va être plus rentable. Enfin, ça va être plus compétitif si on le fait nous. Donc, ça permet de réduire le coût de la procédure pour les victimes, et puis à l'avocat de se concentrer vraiment sur sa partie, qui est la partie juridique, où là, il aura vraiment une réelle plus-value. Donc, voilà, ça reste principalement du particulier. Ah, il délègue la partie, l'avocat délègue la partie qui est votre zone de génie, en fait, pour justement gagner du temps et gagner en efficacité. Donc ça, je comprends bien. Et donc, du coup, effectivement, donc, les avocats peuvent vous contacter, les particuliers peuvent vous contacter. Puis j'imagine que de temps en temps, il y a de la police aussi qui fait appel à vous. Donc, wow, bravo pour ça. On voit que vous êtes, pareil, ultra complémentaire et que vous touchez à tout le monde. Marc, quelles sont un petit peu les solutions que vous mettez en place, qui sont peut-être même innovantes, pour justement répondre aux besoins des clients, pour toujours leur apporter quelque chose de nouveau et surtout des résultats? Oui, alors, comme je te l'ai dit, tout à l'heure, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez techno. J'aime bien être à l'écoute, trouver les nouvelles technologies, les nouvelles choses qui arrivent sur le marché. J'ai toujours ce petit côté un peu fleur bleue et enfantin de m'extasier devant une nouvelle techno qui arrive et juste, juste pour la techno, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité intégrer dans nos process. Et donc nous, dès le début, on a mis en place des outils d'automatisation dans la collecte d'informations. Alors bon, ça passe par des choses qui sont pas forcément hyper compliquées, hein. Ça va être par exemple des formulaires, mais avec du traitement automatisé derrière en fonction de la typologie des réponses. Alors on peut même pas parler d'IA, hein, on est plus sur des schémas bayésiens classiques, hein. C'est-à-dire qu'avec tu as des conditions, c'est du et, c'est du ou, c'est voilà, c'est des schémas, des arbres logiques qui sont relativement simples. Et puis aussi, on va mettre l'accent sur tout ce qui va être nos outils d'expertise. Donc, Mmh. notamment quand on a commencé à mettre le doigt dans l'analyse on-chain, et aussi c'est-à-dire qu'on ne garde pas tout ceci que pour nous. On travaille aussi sur des outils de productivité pour nos avocats partenaires. Donc OK. là, l'idée, c'est de leur faire gagner du temps, c'est de leur faire gagner, en efficacité sur tout ce qui va être tâches rébarbatives ou répétitives. Et parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur ce type de dossier, il y a en gros plusieurs phases dans la vie du dossier. Et au début des procédures, quand on est sur la phase précontentieuse ou amiable, souvent c'est une course de vitesse et le délai de traitement du dossier, ça c'est quelque chose sur lequel on a la maîtrise. Alors parce que bon, quand le client nous contacte, forcément, on n'a pas la maîtrise entre le moment où, le client a eu sa victime, a eu son escroquerie et le moment où il nous contacte. Ça voilà, ça c'est il faut qu'il y ait une phase de prise de conscience. Par contre, entre le moment où la victime nous missionne et où la production juridique est sortante, ça, on a totalement la maîtrise du délai. Et donc du coup, on veut se battre pour réduire au maximum ce délai, le comprimer le plus possible pour être le plus efficace et le plus compétitif possible vis-à-vis également d'autres sociétés qui peuvent ou des avocats qui font ce genre d'activité, mais tout seuls, sans support comme nous. Waouh! OK, bah, ça doit être un milieu quand même super compliqué, parce que quand tu nous en parles, alors quand vous en parlez tous les 2, on a l'impression que c'est simple, que tout est facile, mais j'imagine que c'est un milieu dans lequel il y a énormément de défis. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus, Yann? Parce que voilà, on voit jamais le revers de la médaille, ou pas, peut-être pas le revers de la médaille, mais l'envers du décor plutôt, où on se dit, bah, en fait, tout est facile, parce que les experts, quand ils nous en parlent, on a l'impression que c'est facile, alors que j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot derrière. Est-ce que justement, tu peux nous parler un petit peu plus des défis, et puis justement, comment vous faites pour les surmonter? Les défis, c'est sûr que, on va dire, le principal, c'est l'ingéniosité des escrocs, hein. Ils se renouvellent constamment, Ouais. notamment en utilisant les nouvelles technologies, hein. Maintenant l'IA, la crypto, hein, puisque on l'a vu apparaître depuis quelques années. Et c'est vrai que là, un des soucis qu'on a pas mal, c'est que
On va dire, souvent, c'est en 3 temps, ces escroqueries. Il y a, on va dire, la phase initiale qui est la phase d'investissement. Et une fois que les escrocs se rendent compte que les gens n'ont plus rien à mettre, bah là, ils vont arriver en disant, ah bah, si vous voulez récupérer vos fonds et vos gains, il va falloir payer une taxe, donc soit Ouais, l'impôt sur la plus-value ou alors une taxe ils vont usurper une société pour dire voilà, pour récupérer vos fonds dans la blockchain, il faut payer telle société pour qu'elle débloque les fonds. Et puis surtout la troisième étape, ça va être la fausse recovery agency qui va promettre de récupérer les fonds. Donc ils vont promettre de récupérer, comme par hasard, les gens vont se faire appeler en direct par ces gens et ils vont leur promettre de récupérer 100% des fonds dans les 24 heures ou dans la semaine. Et donc là, c'est assez compliqué parce que ce sont des promesses qu'on peut pas faire parce qu'il y a toujours des aléas. Il va toujours y avoir des aléas juridiques liés aux personnes parce que même s'ils promettent d'avoir les contacts directement avec les institutionnels, ça reste des humains qui sont derrière, donc chaque cas est différent. Donc voilà, avoir des fausses promesses comme ça de tout récupérer, et nous on le fait pas. Donc ça nous fait perdre des clients régulièrement parce qu'ils ont eu des gens à côté qui leur ont promis de tout récupérer rapidement, et nous on fait pas ces fausses promesses. Comme un avocat les fera pas non plus, ou les forces de l'ordre. Donc déjà voilà. Donc ça c'est un des défis du moment parce que quand on arrive après eux, c'est compliqué d'expliquer aux gens que les gens voilà, on reste dans les mêmes schémas de manipulation qu'il y a eu sur les phases précédentes, et les gens ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre, et puis ils préfèrent entendre quelqu'un qui va leur dire je peux tout récupérer rapidement, envoyez-moi, mais évidemment il faut envoyer les fonds avant, il faut les payer avant. Donc ça c'est un des soucis. Ouais. Ils sont pas payés à la qualité des résultats, et puis du coup, là, ça Non. augmente encore l'arnaque. Et quand toi, tu arrives derrière, tu es sérieux et que tu ne peux pas leur promettre des choses qui sont pas faisables ou pas promettables, en tout cas, toi, forcément, tu passes pour l'incompétent, alors que c'était plutôt le contraire. C'était toi qui étais compétent. La psychologie, c'est vrai que c'est un vrai travail. Moi, je suis super intéressé parce que tu dis, Yann, et peut-être, Marc, toi, tu peux nous aussi nous en parler et nous donner un petit peu un exemple concret je sais pas, de gens que vous avez accompagnés de manière anonyme. Enfin, on ne va pas dans les choses qui sont soumises à l'accord de confidentialité, mais est-ce que tu peux nous expliquer quels obstacles spécifiques vous avez eu, quelle histoire un petit peu vous avez eu pour que ça nous donne un petit peu d'éléments sur ce que vous faites avec un accompagnement concret? Oui, alors, oui, bien sûr, je vais pouvoir te détailler ça. Je vais juste préciser, aller un petit peu plus profondément sur un point de détail que Yann a expliqué. C'est-à-dire que quand il y a des faux récupérateurs qui vont promettre une récupération complète, quelque part en négatif, en filigrane, on devine un manque de connaissances juridiques des personnes qui fait écho Du client? au manque de connaissances économiques du départ. C'est-à-dire que pour être arnaqué, ben, on peut pas se faire arnaquer si on a des bonnes connaissances économiques et on se dit: «Bon, mais cette offre, elle tient pas la route, ça colle pas», et du coup, quand on est face à une population qui a un faible niveau d'éducation économique, on se rend compte que souvent, il a également un faible niveau d'éducation juridique, et pour nous, après, c'est aussi une difficulté parce que on est obligé de faire de la pédagogie de base pour expliquer, comment marche le droit, comment fonctionne un avocat, comment fonctionne la police, comment se construit une jurisprudence, quels sont les délais. Il y a souvent une très grande incompréhension à ce stade-là, et comme tu dis, nous, on passe pour des incompétents juste parce qu'on décrit comment les choses fonctionnent. Et Ouais, je quand on comprends. va dire que, par exemple, un jugement, prend tant de mois, tant d'années à arriver, on va presque être limite à se faire insulter parce qu'il y a un faux avocat qui dit qu'en 2 semaines, il récupère l'argent. Donc Ouais. donc voilà, alors que voilà, et pourtant quand on dit ça, on fait que décrire une réalité, on n'a encore rien proposé, rien promis. Donc et après, comme tu dis, dans les obstacles spécifiques, on va avoir tout le combat au quotidien. C'est-à-dire que dans ce combat au quotidien, ça va être, obtenir de jugements, obtenir des décisions, ça va obtenir, un accord amiable, un protocole transactionnel avec une partie identifiée. Donc sur la préparation du dossier, il faut identifier les différentes parties.
voir Mmh. lesquelles peuvent être solvables, peuvent être intéressantes et sur lesquelles aussi également, il peut y avoir, des fautes qui peuvent leur être reprochées. Donc ça, c'est un échange constant entre nous et le cabinet d'avocats, qui va s'appuyer sur les quelques éléments que l'on a. Il va nous demander: «Bon, ben, est-ce que là, sur celle cible, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a moyen de creuser? Est-ce qu'il y a des choses en plus?» Donc là, on va voir. Bah, si on a, bah, on a, c'est bien et puis, bah, si on n'a pas, bah, voilà, bah, peut-être qu'il faut changer la stratégie de défense dans le dossier. Et donc, en termes de résolution et de fin heureuse des dossiers, on va en avoir sur les différentes étapes. Ça peut être, dès le début, sur une phase, amiable, si on arrive à aller assez vite, si on a un bon alignement des planètes avec, bah, un facteur chance aussi, hein, parce qu'on est sur un Mmh. domaine social, hein. C'est-à-dire qu'il y a un facteur humain. Les parties adverses, c'est pas une machine, c'est pas une réaction chimique où on met 3 gouttes de telle chose dans le réactif et ça saute. Là, c'est des vrais gens qui reçoivent les documents, qui prennent des décisions, qui peuvent être de bonne foi, qui peuvent être de mauvaise foi, qui peuvent délibérément, refuser l'évidence alors que, ils ont aucune chance d'échapper à une condamnation, mais ils vont se dire: «Bon, bah, on négocie pas, on y va quand même». Voilà, c'est tous ces paramètres qu'on ne peut pas maîtriser et puis, bah, voilà, qui font que, un dossier, 2 dossiers totalement similaires face à 2 parties similaires peuvent avoir une vie totalement différente. Donc on peut Ouais, avoir la ces justice de 1 base, ouais. voilà. Voilà, on peut avoir cette première résolution avant le tribunal. Après, il y a l'avis du dossier, d'un point de vue pénal, alors avec toutes les vicissitudes qu'il peut y avoir, hein, et toutes les surprises aussi qu'il peut y avoir, bonnes ou mauvaises. Et il peut y avoir le recours également civil, donc de mettre en cause nommément telle ou telle, partie identifiée, société, intermédiaire de paiement ou escroc directement, pour demander l'indemnisation du préjudice. Et là aussi, il peut y avoir, voilà, pas mal de soubresauts. Ça dépend où la société ou la personne est domiciliée, quel tribunal est mis en cause, et cetera, et cetera. OK. OK, OK, très intéressant. Bah, merci Marc pour cette explication. Hem, je ne sais pas si des choses qui sont publiques ou si c'est des choses qui se disent. Peut-être Yann, tu peux nous en dire un peu plus, mais c'est quoi les plus grosses, sommes en arnaque que vous avez vues et les plus grosses sommes que vous avez pu récupérer? Je ne sais pas si on a le droit d'en parler, hein. Si on a le droit d'en parler, on n'en parle pas, mais juste pour, voilà, pour avoir des ordres d'idées de parce que des fois, on entend parler d'arnaque. Moi, j'entends des fois des gens qui me disent: «Ouais, je me suis fait piquer 150 € sur ma carte». Mmh. L'autre qui dit: «Bah, voilà, j'ai acheté un transat, je me suis pas fait livrer». Bon, ça commence par des arnaques, mais j'imagine que vous traitez des arnaques qui sont beaucoup plus grosses. Est-ce que Yann, tu arrives à nous peut-être nous donner un ordre d'idée des arnaques qui peuvent être vraiment très très grosses que vous avez déjà traitées? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on va pas intervenir sur des montants, des plus petits montants, enfin plus petits montants. Après, tout est relatif, hein, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens pour qui 1 000 € ça va être beaucoup, d'autres ça va être beaucoup Bien moins. sûr. Mais c'est vrai qu'on va pas intervenir sur les arnaques type influenceur qui va promettre des faux AirPods ou Ok. ce genre de choses. On va être voilà, sur l'arnaque aux faux investissements, donc les montants vont être quand même beaucoup plus élevés. Et ça, pour ça, je vais quand même laisser Marc répondre parce que c'est plus qui pourra répondre Alors, à ça. bon, je te remercie d'avoir botté en touche. Non, mais en fait, il y a, en raison du coût d'une défense et d'une Ah oui, certaine cohérence, c'est-à-dire que si quelqu'un se fait voler 5 €, tu vas pas chercher à te défendre, hein. Tu te fais voler 5 €, tu prends ta perte, point. Disons que, en fonction du degré de défense, on va aller plus ou moins loin. Donc à partir de 5 à mmh, 10 000 €, c'est pertinent de commencer à se défendre, mais on va pas aller très OK, loin. Dès que ça commence à dépasser les 10 000, 15 000, là, on peut commencer à aller plus loin parce qu'économiquement, ça se justifie. Il y a un certain équilibre. Je OK. dirais, nous, le panier moyen qu'on a de préjudice moyen, c'est entre 30 000 et 50 000 € par préjudice. Donc Ouais, quand même. ce qui est quand même assez conséquent. Bon, après ça dépend, c'est variable selon les pays. On voit des pays où la courbe de richesse de la population est plus élevée avec un décile, supérieur qui est beaucoup plus riche que dans d'autres pays. Voilà, donc du coup ça va se refléter un petit peu chez nous. Et en termes de récupération, bah, les plus gros dossiers, qu'on a au dans lequel on est impliqué, dans lequel on a toujours on est toujours en procédure, c'est plusieurs millions d'euros. Et Wow. la plus grosse récupération, je crois que ça doit être, alors des récupérations à 500 000 €, on en a eu quelques-unes, 500 000 € récupérés. Et je crois que Incroyable. notre plus grosse, on devait être sur 700 000, il me semble.
Mmh. 700 000. Ah Alors, ouais, et ça 700 000, prend quand... combien de temps pour Alors, ça? C'est en fait le délai c'est plus ou moins le même là, c'est pas le prix qui définit la longueur, j'imagine, du non, c'est dossier? pas le prix qui définit la longueur et en fait, que ce soit 5 000 € ou 3 millions, ben, voilà, les défis en termes de longueur sont exactement les mêmes. Donc, Mmh mh. sur ces cas-là, on a eu de la chance parce que c'est des choses qui ont été résolues dans un délai bah, il y en a un, c'était 6 mois, il y en a un autre, c'était 1 an et Ah demi. oui. C'était 1 an et demi, alors sachant que, c'est des montants qui ont l'air importants. Mais quand on est sur des montants extrêmement forts, faut avoir en tête que ça représente pas l'intégralité du litige. C'est-à-dire que là, Ouais, en ce plus, ouais. qu'on a récupéré, c'était, 30 à 40 de la perte. Donc c'est-à-dire, OK, Mmh. c'est beaucoup d'argent, mais bon, quelque part, ça génère aussi une insatisfaction du côté de la victime parce qu'il se dit, enfin voilà, c'est le dilemme, en fait. C'est le dilemme. C'est, oui, mais, et le reste? C'est et voilà, bah, voilà, oui, mais voilà, faut déjà se Ouais, contenter de pour des ça, sommes comme ça, c'est déjà c'est beaucoup. ouais, totalement. J'imagine que pour des sommes comme ça, c'est rarement des particuliers, c'est plutôt des boîtes qui ont pas investi au bon endroit ou qui se sont fait avoir, un Alors CEO, c'était ce des genre de particuliers. choses. On était sur du particulier, Ouh! ouais. Oh On les était pauvres. sur du particulier, Ah ouais. ça pique, hein. Ça pique Ça et pique, ouais. pour revenir rapidement à la cible de enfin, vos clients, tu parlais de plusieurs pays. Vous travaillez qu'avec des clients francophones ou des clients en France ou vous avez des clients un petit peu partout? Alors je dirais qu'essentiellement on est par facilité, on est surtout sur du francophone Trop cool. européen, donc ça va être, France, Belgique, Suisse, essentiellement, même si on est sur 3 pays qui ont quand même beaucoup de différences. La Suisse, on Ouais, est hors totalement. Union européenne. Belgique et la France, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, il y a mais bon, on s'adapte, hein, on s'adapte. Alors et là, on commence à réfléchir à, proposer nos services, sous d'autres juridictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau d'avocats qui intervient sur, on doit être à 17 pays à peu près. Waouh. 17 pays, mais en fait, ils interviennent sur 17 pays, ça ne veut pas dire qu'on a des clients dans ces 17 pays-là. Ça veut dire que les victimes ont besoin d'intervenir dans ces pays-là. Ah OK. OK, OK. Ouais, super, super clair. Ouais, donc c'est là où on voit effectivement aussi que c'est important de se cibler. Peut-être travailler avec une Mmh. boîte qui est capable de défendre dans tous les pays, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Parce qu'on se dit: «Ouais, bah, peut-être cette boîte-là, elle est plus ouais, elle est dans différents pays, c'est que c'est une grosse boîte, mais peut-être qu'en fait, elle cible pas assez, elle est pas assez précise, elle a pas les bonnes connaissances». Donc vaut mieux faire comme vous, d'être sur les marchés francophones et des marchés qu'on connaît par cœur, que sur trop de marchés, puis peut-être pas forcément être bon. Yann, de ton côté, quels sont les partenariats que vous avez faits? Est-ce que Marc nous disait que voilà, vous travaillez avec des différentes boîtes, notamment des boîtes d'avocats. Est-ce que vous avez des partenariats stratégiques avec qui vous travaillez, qui sont des avocats ou d'autres corps de métier, et qui vous permettent justement bah, voilà, de continuer à grandir et de se développer avec eux? Oui, nous, on va dire, on va pas faire cavalier seul, hein. L'idée, c'est un peu l'union fait la force, hein. Donc, Ouais, déjà en termes on va dire, d'association, au vrai sens du terme, c'est vrai que on fait partie de l'ADAN. Là, on fait cool. aussi partie de la Ligue pour la sécurité dans le Web 3 qui vient d'être créée, dans lesquelles, voilà, il y a plein d'acteurs qui gravitent dans ce secteur et l'idée, voilà, c'est de réfléchir ensemble, de travailler ensemble, de réfléchir, de mettre en commun nos bonnes pratiques et Mhm. voilà, de créer un réseau qui va pouvoir aider à améliorer la situation. Et puis, après, en partenariat, si on va dire privé, dans ce cas, oui, bien sûr, oui, il y a les cabinets d'avocats, mais après, il y a d'autres acteurs qui vont être, ça peut être des gens qui travaillent plus dans la cybersécurité parce que, si on sait pas faire, on va déléguer parce que le but est pas de mal faire parce qu'on va se dire, tiens, on va le faire nous. Donc, voilà, il y a des sociétés qui vont pouvoir nous aider parce qu'elles vont être plus poussées dans l'analyse de smart contracts, des audits de smart contracts, etc., que nous, on ne sait pas forcément faire. Donc oui, on a quelques partenariats de sociétés avec qui on travaille, avec qui on met en place des services en commun. Comme c'est le cas actuellement, on est en train de travailler
sur un service où on va mettre en commun la partie technique d'un de nos partenaires et puis une autre partie juridique pour vraiment faire une offre globale pour permettre une intervention rapide en cas de problème crypto. Wow. Ok, ultra clair. Pour cette partie-là, peut-être Marc aussi, tu peux nous donner ton avis. Vous avez souvent des sociétés qui sont justement liées à la défense de clients, donc comment on pourrait dire, tous les avocats, ou il y a par exemple aussi les personnes comme des banques qui peuvent vous contacter et vous dire, voilà, nous, parce j'imagine qu'ils ont une team en interne, les banques, mais est-ce que des fois, ils ont besoin de déléguer une partie et c'est avec eux que vous pourriez faire aussi des collaborations parce que justement, les banques, elles sont parfois dépassées, notamment, j'imagine que dans le secteur Web3, comme vous êtes des spécialistes, bah, ils peuvent souvent faire appel à vous, non? Alors, le monde bancaire, que ce soit bancaire, processeur de paiement, c'est un monde, qui est très réglementé, très encadré et ils vont mettre en place les procédures qui vont bien par rapport à leur réglementation. Donc déjà, ils doivent avoir un certain nombre d'outils, de pratiques, qui font l'objet, de déclarations et de contrôle de leur autorité de régulation. Maintenant, je dirais que nous solliciter, pas forcément pour des missions au quotidien et missions de fonctionnement, mais Ouais. par exemple, tu vois, nous, sur notre site, on a mis en place, comment on appelle ça? Pas un catalogue, mais On a une, une liste, on a une liste avec beaucoup d'arnaques et c'est vrai que dé ouais, récemment, une bibliothèque, voilà, cherchez le mot. ouais, on a la Heu, bibliothèque et c'est vrai que récemment, on a découvert par hasard que oui, il y a une grosse banque qui s'en sert parce que la page était Ah, HS. Il y avait eu une petite, il y avait eu une petite coquille dans le code suite à une mise à jour. La page était HS et j'ai été contacté par le responsable fraude de cette banque qui m'a dit tiens, votre page elle est HS. Et c'est comme ça qu'on a découvert que mmh. ils il s'en servaient. servait de cette page, peut-être, bah oui, quand pour des virements ou des choses. Enfin, en tout cas, ils vont sur cette page pour voir la liste des arnaques. Donc oui, Alors, Ah, bravo. du coup, ça vaut le coup d'en parler un petit peu de cette bibliothèque, en fait, c'est une bibliothèque de constats, c'est-à-dire qu'on va référencer des sites d'arnaque et on va aller faire des constats internet. Donc on utilise une technologie qui est pas la nôtre, hein, mais donc on qu'on utilise enfin voilà, qu'on a le droit d'utiliser pour faire cette série de constats de manière préventive. Ce qui fait que quand une victime a besoin d'un constat dans le cadre d'une procédure ou que ce soit un avocat externe ou quelqu'un qui a absolument rien à voir avec nous, souvent les sites internet sont déjà hors ligne. Mais nous, on l'a déjà gardé. Un petit peu comme un espèce de web archive, mais spécialisé sur les constats, spécialisé sur les arnaques et de manière totalement normée pour que ce soit un document utilisable en justice. Et donc là, actuellement, notre bibliothèque de constats, alors elle est pas très, très vieille, elle a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an. On a déjà dépassé les 1000 sites frauduleux en stock. En Waouh. stock. Alors sachant qu'il suffit pas d'avoir, connaissance d'un site frauduleux, il faut qu'il soit toujours en ligne, qu'on puisse le détecter et prendre les mesures techniques à temps pour en garder, l'intégralité et la conservation dans le temps, même le jour où il aura sauté, hein. Voilà Et et du coup, donc cette bibliothèque, elle est accessible à tous? alors la bibliothèque, elle est consultable sur le site, mais pour, utiliser le constat, chaque constat forcément est payant puisque ça après il y a des implications judiciaires derrière. Ah, il y a un travail derrière. Ouais, OK, je comprends. Ouais, ça, c'est Voilà, super. Donc du donc coup, tout le monde a la possibilité quand même de l'avoir. exactement. Bah, il est possible d'aller consulter la liste, d'aller chercher dessus, faire des recherches, voilà. Est-ce que mon site, qui m'intéresse, est-ce qu'il fait partie de la liste ou pas, quoi? Et donc du coup, quand vous avez développé cette liste, c'est que des projets sur lesquels vous avez travaillé ou c'est des projets que vous avez vous-même analysés? Comment elle se développe cette bibliothèque? Alors en grande alors, ça va être des sites qui nous ont été signalés. Ah ouais. Donc, quand on a des contacts, des signalements, on commence à travailler dessus de manière préventive, mais ça ne veut pas dire que derrière on aura des victimes pour travailler dessus. C'est-à-dire que D'accord. derrière, on ne peut pas avoir de connaissances beaucoup plus fines que l'existence de ce site. C'est-à-dire que, par exemple, si on tombe sur un site qui est spécialisé sur un type d'escroquerie particulière qui va être à 20 € de préjudice par personne, on va jamais travailler dessus. Pourtant, il sera quand même sur notre liste parce que nous, on n'en sait rien que ça va être des escroqueries à 20 €. Donc on voit que c'est des escroqueries, on arrive à détecter, on voit qu'il y a des problèmes légaux sur ce site, poum, on fait un constat dessus, quoi.
Ok, ok, ultra clair. Wow, super. Moi j'ai une question un petit peu de curiosité et Yann, je pense que tu vas réussir à y répondre largement. Toi qui es expert de l'analyse en chaîne, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une, euh, une analyse que tu as faite ou un projet que tu as suivi sans nous donner le nom du projet, justement qui est lié au Web3, parce que tu sais que notre communauté, elle est beaucoup Web3 aussi, que justement que tu as accompagné dernièrement ou il y a un peu plus longtemps, et nous expliquer un peu comment ça se passe. C'est une société, elle vient, elle te contacte, et après, quel est un petit peu le process si moi demain je veux travailler avec toi ou une personne qui nous écoute veut travailler avec toi, avec Broker Défense, comment ça se passe, quel est un petit peu le process du projet? C'est vrai qu'on va avoir, si on peut, ouais, deux types, peut-être deux types de contacts. On va avoir les contacts vraiment spontanés où les gens vont remplir le formulaire sur notre site. Ou alors c'est vrai Ok. que moi j'ai aussi pas mal, enfin régulièrement, directement les gens qui m'appellent parce que ils ont eu un contact avec voilà quelqu'un qui bosse dans le Web3, un Web3 studio, ou enfin des choses comme ça, ou vraiment des gens qui bossent dans le Web3 et qui vont dire tiens, enfin qui vont être en contact avec une victime. Et c'est vrai qu'on a eu le cas récemment où la personne m'a appelé et ça venait vraiment de se passer. Hein. Là, Ok. c'était, on va dire, le cas idéal dans le sens où comme c'est un investisseur habituel là-dedans, il s'est rendu compte dans les 24 heures que voilà qu'il s'était fait avoir. Donc, ça a permis de mettre en place la machine vraiment très vite et de faire l'analyse on-chain en urgence. Il y avait déjà une partie des fonds qui était ressortie. Donc de cibler les exchanges, de prendre contact avec eux. Bon, une partie est encore stockée, donc c'est sous surveillance et on attend de voir ce qui va se passer. Cool. Mais c'est vrai, voilà, ça, c'est un cas qu'on a eu. C'était des montants quand même plutôt conséquents. Et c'est vraiment, voilà, ça c'est le cas idéal dans le sens où la personne réagit vite et on peut agir vite. Après, la plupart du temps, ils viennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Là, on agit aussi, mais moins dans l'urgence. Mais c'est vrai que quand on peut agir comme ça dans l'urgence, c'est plus agréable parce que ça augmente aussi les chances de réussite quand c'est vraiment fait rapidement comme ça. Et qu'est-ce Ouais, qui fait parce que les que gens traînent comme ça? C'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils se sont fait arnaquer? Ou ils savent pas qui contacter? Après, c'est vraiment l'appât du gain, hein, donc ils font pas gaffe. Enfin, ils ont un peu des œillères, ils vont Ah, dedans ils et puis. sont. Ah, En Et- fait, il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect, qui va être la gestion du mode opératoire par les escrocs et il y a certains escrocs qui prévoient dans leur mode opératoire un délai assez conséquent après. pour, à telle date, les victimes vont prendre conscience que c'était une escroquerie. Mais du coup, ils vont avoir un certain temps pour pouvoir s'en prémunir. Alors, Faire comment leur ça marche exit. tout simplement? Ils vont te dire, et c'est un contrat à terme et le paiement a lieu dans 3 mois. OK, donc tu attends 3 mois tranquille et puis au bout de 3 mois, poum, bah, c'était une escroquerie. Ouais, mais elle date de 3 mois ton escroquerie. Voilà, donc ça, c'est classique. Alors ça peut être 3 mois, ça peut Hmm. être 6 mois, ça peut être 1 an, par exemple. Et alors ça, c'est déjà le délai dans lequel, qui est, totalement dans la maîtrise des escrocs. Et après, il y a le délai qui est totalement dans la maîtrise de la victime, qui va être la vitesse avec laquelle il va faire son deuil et son déni, passer outre le déni de la situation. Il va se dire: «Ouais, mais en fait non, tout va bien. J'ai pas mon argent, mais tout va bien». Voilà et le temps qu'ils comprennent que j'ai pas mon argent, mais tout va bien, c'est une phrase qui colle pas, bah, parfois ça peut prendre quelques jours, quelques mois, enfin Waouh, ok. quelques semaines, voilà, parfois quelques mois malheureusement et du coup, quand on rajoute ces 2 délais, bah, il y a des fois, on arrive sur des dossiers, bah, ils sont froids de chez froid, quoi, donc voilà, on essaie de faire avec, comme on peut, quoi et juste petite parenthèse pour, plus prosaïquement, pour compléter, ce que dit Yann, les personnes viennent chez nous, soit, téléphonent à Yann, à moi ou à l'équipe, soit remplissent un formulaire et puis derrière après, il faut nous fournir le plus vite possible dans le cas d'analyse on-chain, les historiques bien structurés des transactions, Hmm. de tout ce qui est parti. Voilà, donc qui peut être plus ou moins difficile à retrouver. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si toi tu bosses comme ça, mais est-ce que toi tu es capable est-ce que tu tiens un jour ton fichier de toutes tes opérations crypto? Tu vois? Ça dépend. C'est et voilà, ça dépend et en fait, en En général, général, la réponse, ouais. elle est plutôt non.
hein. Si je veux avoir la En- liste DH bien structurée jour par jour, tu vas voir me le sortir en 3 minutes en un clic, hein. Alors, si tu passes par une marketplace de crypto comme Coinbase, Binance, etc., tu arrives encore à un extrait de tout ce qui s'est Oui, passé assez Oui. rapidement. D'ailleurs, ce qui est en général ce que les gens utilisent pour faire leur déclaration d'impôt. Mais c'est vrai que Mmh. si tu fais autrement, en général, tu ne tiens pas la compta minute Bah, et par puis minute, heure par heure de tout ce que et tu fais. et nous d'expérience, c'est un mix, hein. Tu vas Ouais, avoir, ton wallet, Coinbase, tu vas avoir ton wallet, Binance, tu vas avoir ton Trust Wallet, tu vas avoir ton Ledger et puis tu as envoyé d'un petit peu partout et du coup, faut tout compiler donc il y a un petit peu ouais, de boulot de ce côté-là. effectivement, si tu es un gros qui fait plein de choses en même temps, c'est un vrai métier. Limite, ça va être un métier qui va se créer dans pas longtemps, peut-être des comptables qui justement arrivent à retracer tout ce qui s'est passé pour pouvoir faciliter notamment votre travail et même le Ouais. travail de leurs clients. Mmh. oui, bah, Ah, ça existe déjà pour l'aspect fiscal, effectivement, où il y a de plus Oui. en plus de comptables qui se lancent là-dedans, enfin de comptables ou de sociétés qui se lancent dans, on va dire, la compliance fiscale. Ouais, je comprends. Ouais, ça va être un métier d'avenir. Et en parlant d'un petit peu de l'avenir et des métiers d'avenir, qu'est-ce que l'on peut souhaiter, peut-être Yann, pendant que tu as la parole, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans les prochaines années, dans les prochains mois pour Broker Défense? Est-ce que vous avez forcément une perspective d'avenir, mais justement, quelle est votre vision et comment tu vois, toi, la société évoluer là dans les prochaines années? Nous, c'est vrai que jusqu'à présent, on est quand même beaucoup sur le curatif, hein, donc les gens arrivent une fois qu'ils se sont fait, une fois que c'est trop tard, et donc l'idée, c'est, on aimerait bien partir aussi un peu plus dans la prévention. Donc Grave. là, c'est vrai qu'on a on a un projet dans les cartons, enfin, qui est déjà bien avancé dans les cartons, de plus axé sur la prévention justement. Donc, on a d'ailleurs eu une bourse French Tech de BPI pour ça. Bravo, Qui va être, bravo. qui va être un outil, enfin un service plus voilà de prévention sur les wallets pour vraiment essayer de profiler les wallets par rapport à l'expérience que nous on va avoir, puisque c'est vrai que des wallets sales, c'est ce qu'on voit au quotidien. Donc, par rapport à notre expérience, voilà, de profiler les wallets pour pouvoir dire aux gens, attention, celui-là, il a un mauvais profil, n'y allez pas, ou celui-là, ça va, il a un profil plutôt clean, allez-y. Donc, c'est vraiment de partir plus sur la prévention et on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui manque pas mal dans le Web3, parce que c'est vrai que quand on parle de ça, on se rend compte qu'il y a un accueil quand même Mmh. qui est plutôt favorable à tout ce qui touche à la prévention, que ce soit, bon là, en l'occurrence, les wallets, après, ou la prévention sur tous les projets qui recommencent à arriver de tous les côtés, avec le marché plutôt haussier. Enfin, si on fait abstraction de quelques jours la semaine dernière, hein, mais c'est vrai que voilà, l'aspect prévention, c'est quand même quelque chose qui plaît beaucoup et qui manque actuellement. Ah, ok, bah, c'est super intéressant, ce qui voudrait dire qu'en gros, dans le futur, avant peut-être de faire un investissement, on peut tout simplement vous contacter pour savoir si cet investissement, alors pas la qualité de l'investissement, mais si la société déjà existe et elle est carrée. Ça, c'est des choses sur Mmh. lesquelles on pourrait le faire. Exactement. Ok. Ouais. Et là-dessus, Marc, peut-être tu arrives à nous donner un délai ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui peut être faisable, c'est juste quelque chose que vous voulez faire grossir ou est-ce que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps et puis j'imagine que, parce que pour beaucoup de gens qui veulent investir, dire voilà, on vous appelle, on dit bah voilà, je voudrais investir dans telle boîte, j'ai pas l'impression que c'est sérieux. Euh, J'imagine que vous posez la question, ça a un coût. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui peut-être seraient freinés par ça en se disant bah oui, mais Mmh. si je dois déjà dépenser quelque chose avant d'investir, mais au moins, les gens, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il vaut mieux investir avant qu'aller courir après ton argent et aller éponger ta perte. Donc, ce genre de service-là, je pense que c'est vraiment aussi game changer. Est-ce que tu as une ordre d'idée de délai qui pourrait être mis en place pour ça?
Ouais, alors en fait, ça fait déjà pas mal d'années qu'on travaille sur des solutions de prévention, mais qui sont pas totalement complètes. Donc du coup, comme elles sont pas suffisantes par rapport à la clientèle, donc ça reste un peu confidentiel. Donc, justement pour, la vérification de sites internet, ça c'est déjà quelque chose qui est opérationnel que l'on a. Et donc, on veut faire exactement la même chose, comme a dit Yann, sur les wallets. Alors sur les wallets, on est à la phase, du MVP qui est déjà opérationnel depuis quelques semaines, même presque 2 mois. Et on prévoit le lancement de la toute première version complète, qui devrait avoir lieu, cet automne. OK. OK, ultra clair. Voilà, donc on est sur des délais qui sont quand même assez courts et alors pour l'instant, on a pas mal de choses qui sont pas encore totalement définies, sur le mode de fonctionnement du système. Mais déjà, je peux te dire qu'il y a une version freemium qui permet de faire, d'avoir de l'information de manière totalement gratuite pour les utilisateurs. Et on prévoit des modules payants pour Bravo. aller plus loin dans la donnée et pour avoir des choses un petit peu plus qualitatives et plus détaillées, pour les personnes qui ont besoin de creuser. Voilà, c'est-à-dire que nous, on commence à sortir un premier résultat, si toi tu fais un check, tu regardes et tu te dis: «Ouais, OK, mais je reste un peu sur ma faim, je veux en savoir plus». Bon, bah, voilà, là, du coup, faut aller creuser. Mais au moins tu as une première info, tu vois? Et si déjà avec cette première info, c'est un truc qui est quand même pas hyper positif, ça va toi t'amener à te poser des questions. Ça va t'amener à poser des questions périphériques. Par exemple, si tu veux faire une transaction en crypto, tu vas te dire: «Ouais, mais OK, là, j'ai peut-être un petit warning là-dessus, mais du coup, cette transaction crypto, pourquoi je veux la faire? D'où est-ce que j'ai ce wallet? Comment je suis rentré en relation avec cette personne? Qui est cette personne? C'est quoi ce site web?» Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont périphériques, qui sont pas du Web3 en fait, qui sont de la vraie classique, mais qui changent tout, qui changent tout et qu'il faut aussi, qu'il faut intégrer dans sa réflexion, dans sa protection personnelle. C'est-à-dire que comme tu l'as dit et ça c'est vraiment très vrai, c'est l'argent le plus facile à récupérer, c'est l'argent qui est pas parti. Ouais, c'est C'est, clair. c'est de se dire, «Bah, OK, j'ai tant sur mon compte et aujourd'hui, bah, je suis heureux parce que j'ai failli l'envoyer au dernier moment, je ne l'ai pas envoyé donc cet argent, bah, d'un seul coup, il a beaucoup plus de valeur que cet argent qui est sur ton compte parce qu'en gros, il est passé à côté de la catastrophe et il t'est rien arrivé». Ouais, c'est Donc clair. c'est un peu, tu conduis, tu passes à 2 secondes d'un accident de la route où tu avais aucune chance de t'en sortir vivant et puis il t'est rien arrivé, c'est passé à 3 centimètres. Bah, voilà, là, c'est pareil. Tu vois? C'est d'un seul coup, tu vois la vie différemment et d'un seul coup, ton compte avec, ton wallet crypto, avec, tout ce qu'il y a dessus, bah, tu vas le voir totalement différemment. Parce que voilà, alors que ton wallet crypto, bah, lui, il a rien fait quoi, il est inerte, hein, il a pas de conscience. Mais du coup, toi, ta relation avec lui, elle va être un petit peu elle va être totalement changée, ouais. Ouais, je comprends. Le secteur de la finance, c'est quand même un marché qui évolue pas mal. Comment toi, Marc, tu arrives à suivre justement l'évolution, réglementaire et tout? Parce que j'imagine que vous devez être vraiment, bah, en permanence avec les avocats et tout ça, donc vous devez être en permanence Ouais. justement jongler sur cette partie-là. Comment on fait en permanence pour justement suivre, cette réglementation qui bouge tout le temps et surtout encore plus dans le Web3 par exemple? Ouais, alors, ça c'était vraiment au cœur de la question. Parce qu'il va y avoir, il y a plusieurs aspects. Il y a, tout ce qui va être recours, construction de stratégie par rapport à la réglementation. Ça, c'est les avocats qui vont être à la pointe, qui vont rechercher la chose. Va y avoir tout le côté jurisprudence et ça, la jurisprudence, bah, c'est les avocats et les juges qui la construisent ensemble, au fur et à mesure des Mmh. procédures. Et en fait, une partie, côté français en tout cas, une partie de la jurisprudence sur ce domaine a été construite par les avocats avec lesquels on travaille. C'est une partie des 1 décisions qui ont été importantes dans le domaine, proviennent de nos avocats. Il y a eu par exemple, nous, il y a no c'est alors c'est des moments, voilà, pour nous, on va dire, c'est un peu symbolique, même si ça reste quelque chose assez en coulisses. Pour moi, il y a 3 événements qui ont été majeurs dans la vie de la société. Il y a la première fois où on a récupéré 100 d'un investissement sur un courtier régulé.
Voilà, Bravo. donc ça a été, voilà, on l'a fait quoi. Ça a été alors, je dis pas qu'on le fait tous les jours, hein, évidemment, mais voilà, le fait de l'avoir fait au moins une fois, tu vois, Bravo. c'était vraiment une date, marquante. Il y a eu la première décision de justice par un tribunal français qui indemnisait une victime sur motif de défaut de vigilance. La victime qui indemnisait, alors c'était un petit litige, mais ça reste quand même le principe. Voilà, ça permet de valider, ça permet de dire, mais tout ce qui a été construit était faisable parce que ça confirme que, voilà, ça a fonctionné au moins une fois. Et il y a aussi une autre décision, alors là, qui est un peu moins plus technique, c'est une décision de la Cour de cassation qui confirme la possibilité pour un tribunal français, de mettre en cause un établissement bancaire étranger. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un poil plus technique, mais c'était, une très longue démarche pour arriver jusque-là. Donc il y a le côté réglementaire. Alors le côté de la veille réglementaire, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder il faut regarder ce qui sort, faut être à l'écoute, faut lire beaucoup, faut vraiment s'intéresser au sujet. Mais il va y avoir aussi tout ce travail de construction de la jurisprudence. Et là, aujourd'hui, dans le Web 3, on voit qu'on est sur un domaine qui est totalement changeant. La réglementation se met en place, mais sur cette réglementation, donc déjà en fonction de quelle année on parle, voilà, il y a ça change tout en termes de réglementation, mais en termes de jurisprudence, tout est à construire. Donc il Ouais, je faut comprends. avancer, il faut construire la route. Et donc pour construire la route, il faut déjà avoir une idée, il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir des avocats qui vont la porter et qui vont attaquer avec ça ou défendre avec ça. Et après, faut voir ce qui passe. C'est parce que forcément, dans l'eau, il y a des choses, voilà, qui ne vont pas fonctionner, il y a des choses qui vont fonctionner. Et il faut avoir quelque part cet instinct de se dire, «Mais moi j'y crois, j'y crois, je pense que ça va être la vérité» et d'avoir raison en fin de course. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation où on commence à enchaîner, par exemple, des défaites. L'avocat va perdre en première instance, il va perdre, en appel et finalement il va gagner en cassation. Et donc finalement, comme il gagne en cassation, du coup, ça veut dire que c'était son raisonnement, c'est lui qui était dans le vrai. Mais pour être dans le vrai, il a dû passer, X années, 4 ou 5 années en perdant tout, pour pouvoir gagner à la fin. Donc, ça, c'est voilà, on est dans la construction de la jurisprudence purement et c'est pas simple et ça fait partie de tout cet ensemble. C'est-à-dire qu'il faut partir de la réglementation et voir qu'est-ce qu'on fait de cette réglementation, comment on l'interprète. C'est-à-dire, OK, il y a écrit ça dans le texte, mais ça veut dire quoi? C'est comment on l'utilise au quotidien. C'est c'est voilà et donc ça quelque part, c'est pas notre rôle, mais c'est le rôle des avocats avec lesquels on travaille et nous, on a toujours souhaité travailler avec les avocats. Pour que Ouais, justement, j'imagine. apporter le meilleur service à nos clients. Je comprends. Je comprends, c'est ultra clair. Il y a une question que je me pose par rapport à ça. Donc, on parlait de gains, de pertes, de dossiers qui se passent bien, d'autres qui se passent moins bien parce qu'il y a des gens qu'on peut parfois pas retrouver. Au niveau de ça, Yann, comment ça se passe chez Broker Défense? Comment vous vous rémunérez? Est-ce que vous vous rémunérez au forfait, un petit peu comme un avocat? Est-ce que vous vous rémunérez sur les résultats que vous arrivez à avoir? Est-ce que c'est un mix des deux? Comment ça se passe si, par exemple, on veut travailler avec vous? Il faut s'attendre à quel montage au niveau du paiement? Alors oui, effectivement, ça va être un mix des deux. Il va y avoir en partie du Cool. forfait et en partie de l'honoraire de résultat. Donc c'est vrai que tout ce qui va être prestations techniques, ça va être au forfait. Donc Ouais. tout ce qui va être analyse on-chain, enquête aux int, voilà, tout ça ce sont des choses qui vont être au forfait. Et après, effectivement, les procédures précontentieuses, enfin voilà, toutes les autres procédures plus juridiques, là, effectivement, ça va être à l'honoraire de résultat. Et après, il y a une partie où là, ça va être quand ça part chez l'avocat, là, forcément, c'est l'avocat qui gère sa partie honoraire. Et là, nous, on n'a pas la main dessus. Donc ça, c'est une relation qui est directement entre le client et son avocat. Mais donc oui, c'est un mix des deux. Mais quand même beaucoup de forfaits parce que nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir qu'il y ait une lisibilité et de la transparence pour le client. C'est qu'il sache quand même
à quoi s'attendre et pas que au fur et à mesure, que ce soit un fonctionnement de provision qui rajoute et qui sache pas où il met les pieds. Donc Ouais, c'est clair. déjà pour tout ce qui est analyse on-chain, on a un tarif qu'on annonce de base en fonction du montant du litige, parce que voilà, avec l'expérience, on s'est rendu compte que, sauf exception, plus le montant va être élevé, plus le dossier va être complexe et inversement. Donc, on a vraiment cette philosophie de vouloir être transparent et que la personne puisse au maximum connaître à l'avance le coût de la procédure dans laquelle il s'engage. Ah, c'est sûr, comme ça, il y a moins de surprises. Au niveau de l'accompagnement, justement, pour éviter les surprises, est-ce que vous proposez des formations? Parce qu'on sait que vous êtes ultra quali et que vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce que vous proposez, vous, des formations dans les banques, chez les avocats, chez les clients, peut-être même dans votre team, des formations dans lesquelles voilà, vous expliquez comment il faut faire attention, pourquoi il faut faire attention, etc., etc. Alors, c'est vrai que tu n'es pas le premier à nous poser la question. Ouais, Alors déjà, comme tu en as déjà parlé avant, il y a le temps et ça c'est quelque chose qui prend du temps, donc c'est vrai que c'est pas évident donc on en fait quand même via le site internet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des articles plus façon guide, tuto qui sont accessibles sur le site. Et après de la formation à proprement parler, là. Voilà. Si Marc a envie de se lancer là-dedans, Non, en fait, on n'a pas vraiment de formation pour des partenaires, pour des avocats. Je dirais que c'est plus de l'information à l'information, soit générique, donc qui fait quoi ce que je disais sur le problème de niveau de connaissances financières ou juridiques. Donc du coup, on va mettre à disposition de manière gratuite sur notre site web énormément de contenu texte, contenu vidéo, pour justement faire de la pédagogie, expliquer ce qui est possible, ok. ce qui est pas possible. Donc voilà, de manière générale. Mais et effectivement, après, en interne, à l'intérieur de notre réseau, on va être amené à diffuser ces informations, notamment réglementaires, notamment de jurisprudence. Donc ça, c'est quelque chose, on va irriguer notre réseau dès qu'il y en a un qui a connaissance de quelque chose, allez, l'information va circuler. Comme ça, elle sera utilisable par tous les personnes de notre réseau. Mais et ce que disait Yann est extrêmement est totalement vrai. À partir du moment où on commence à mettre un pied dans tout ce qui va être prévention, la question de la formation, on se rend compte qu'elle est réelle et Ouais, c'est sûr. on va, ça fait partie des sujets qu'on va probablement développer à l'avenir. C'est mettre en Ouais, place, même en mode des ch monitoring. Tu vois, ouais, enfin, il y a une boîte qui t'appelle, qui dit: «Viens, venez une matinée, 2 heures, 3 heures, faire un tour dans la boîte, expliquer». Même tout c'est simplement, je ça, pense qu'il y a des gens qui doivent vous demander des cours sur le Web3 et sur la sécurité ouais, du Web3. Ça doit être ouais, ouais. tellement important. C'est pour ça que pour l'instant, on est plus dans une logique de partenariat, où quand on Ouais, a c'est ce ça. genre de choses, on renvoie, sur des gens dont c'est le métier et qui font ça très bien. Mmh. Mais on se rend compte qu'on a quand même, nous, une connaissance, une expertise qui est très pointue, qui est une expertise de niche et qui mériterait justement de servir de support de formation. Donc ouais, c'est hyper pertinent ta réflexion et ta question, ouais. Et là, Bah, clairement, on est sur notre angle mort pour l'instant. ouais, non, mais c'est bien. Ce qui montre que vous avez encore une potentielle croissance et que Ouais, vous êtes loin d'avoir atteint votre rythme de croisière, on va dire, et surtout dans cet écosystème. Et quand on parle de rythme de croisière, peut-être Yann, tu arrives à nous donner un peu ton avis par rapport à ça, mais quand on parle de rythme de croisière, c'est souvent dans des écosystèmes, dans des industries où il y a peu d'évolution. Dans le monde de l'arnaque, on en parlait tout au début, l'évolution, l'innovation des arnaqueurs, elle est constante. Donc du coup, c'est impossible de se reposer sur ses lauriers. En permanence, vous devez apprendre, former, comprendre, etc. Et peut-être pour les auditeurs, et je pense que c'est vraiment très important, euh, quels sont actuellement les secteurs d'activité vraiment au présent ou le secteur d'activité dans lequel il y a le plus justement d'arnaques, de scams, etc. liés à la finance? Est-ce que, je ne sais pas, c'est justement les cryptos, le Web3, etc. ou est-ce que c'en est d'autres? Et vous qui qui êtes un peu au cœur de la bête des arnaques et des scams, quels sujets sont en train d'arriver gentiment sur vos tables et qui peuvent être potentiellement les scams futurs? Nous, c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé avant, mais nous, on est beaucoup, enfin,
ça reste des arnaques aux faux investissements plus généralistes, où ça va être du trading, du livret avec un super rendement, du vin, de l'or, et la crypto Ah qui oui. va être utilisée en moyen de transaction à la place du virement. Avant, ils utilisaient beaucoup le virement. Maintenant, ils utilisent la crypto parce que tout le monde pense que c'est anonyme et qu'il n'y a rien à faire une fois que c'est arrivé. Donc, nous, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, ça, et alors oui, va y avoir quand même un effet de mode parce qu'effectivement, quand le Bitcoin va être hyper haut et que le JT de TF1 va en parler, ben forcément les escrocs ils vont partir là-dessus parce que les médias en parlent, c'est la mode, ça fait rêver. Après, quand ce sera moins intéressant à ce niveau-là, ils vont repartir sur l'or ou sur le vin, le diamant, etc. Donc oui, il y a un peu cet effet de mode comme ça, mais après, Et toi, Marc, tu vois un qui va arriver plus que d'autres là dans les prochaines années, une arnaque que tu sens qui pourrait arriver et qu'on pourrait avoir comme Bah, écoute, il y a sujet. toujours une constante de fond qui est que tu vas avoir les arnaques à la mode qui arrivent, qui repartent. Donc, il y a eu l'arnaque au diamant, l'arnaque au cheptel, l'arnaque à la place de parking, et cetera. Mais il y a toujours eu un fond relativement stable qui va être le livret d'investissement, le faux livret d'investissement. Ouais. Ça, on va dire, c'est la tarte à la crème qui reste, c'est la toile de fond, c'est la zone basse, la petite musique Dur. qui voilà, c'est le dur, quoi. Là, récemment, on a eu une petite période sur lequel il y avait de l'arnaque à la preuve de travail. C'est-à-dire que c'est des personnes, bah, qui cherchent à bosser et on leur fait cliquer sur internet, ils sont rémunérés, ça marche bien, il faut acheter le package au-dessus, on clique et ils gagnent encore plus et ça marche super bien. Tu rachètes le package au-dessus, là tu cliques et Il là y a tu plus perds rien. tout. Voilà, il y a plus Ah, rien et tu te rends compte qu'en fait, tu as jamais rien gagné, on t'a juste redonné un petit peu ton argent précédemment. Là, je sens qu'il y a aussi, une thématique pour tout ce qui va être investissement dans l'hydrogène. Ça, c'est ah le ouais. c'est le truc qui commence à venir là, ça tu une petite odeur d'hydrogène là qui vient là dans les arnaques. Alors évidemment, l'hydrogène, tu la payes en crypto, hein, c'est forcément, c'est mieux, c'est plus moderne, ça marche mieux. Et Voilà, la mais plupart des ça scams c'est qu'on la voit en ce moment, c'est lié aux cryptos aussi ou c'est alors comme moyen de le paiement, je parle, hein. C'est tout le temps, le sc les arnaqueurs sont de plus en plus là-dedans ou pas trop? Ouais, ils sont là pour le moyen de paiement. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est Mmh. que quand tu es en période de bull run, tu vas avoir du scam crypto avec prétexte crypto. Investissez dans la crypto, il y a du super rendement qui est en train de monter. Quand tu es en période de bear market, bah, du coup, il y a plus ça comme prétexte parce que forcément, ça fait plus la une des journaux. Donc là, avec le mini crack de la semaine dernière, bah, d'un seul coup, ça a nettoyé les arnaques, crypto, bon, thématique crypto, pas paiement crypto, mais dès que les cours commencent à remonter, bah, ça va revenir. En fait, c'est très, très corrélé au cours, tu vois? En termes d'annonce. C'est-à-dire que si tu vas voir, une personne néophyte, tu lui dis: «Investissez dans la crypto», il ouvre le premier site internet venu, il voit, le bitcoin a fait -40% depuis 3 semaines, ah, il va pas mettre un radis là-dedans, tu vois? Alors que si, il voit la courbe, il a fait plus 1000, il y a je sais pas quel crypto qui fait plus 1000 en 3 jours, bah, du coup, ça va être un bon prétexte pour trouver, des personnes à arnaquer, ça. Mmh. Mais sinon, en termes de moyens de paiement, ça, il y a une relative décorrélation. C'est-à-dire que ça commence en 2018-2019 et globalement, à notre niveau, on voit que 40 à 60 des arnaques que l'on voit passer ont recours plus ou moins à de la crypto. Voilà. OK, Et OK. alors, faut pas tomber dans la caricature en disant: «Attention, la crypto, c'est pour l'arnaque», hein. Quand je Oui, dis c'est ça, clair, ça veut c'est dire clair. qu'il y a aussi 40 à 60 qui sont de l'euro ou du dollar. Donc la Ouais, monnaie des fiat, paiements c'est par aussi carte un support d'arnaque, hein. Voilà, de la paiement par carte et cetera, hein, donc tu vois, ouais, je c'est comprends. juste un outil, quoi. Mais c'est bien que tu le dises. C'est bien que tu le dises parce Oui. que, souvent les gens ils vont retenir, que la partie, crypto égale arnaque Ah alors ouais. ce qui est vraiment Ah pas le non. cas Ouais. et c'est bien que tu le dises et d'ailleurs, Yann, tu étais en train de parler d'une chose, enfin tu as commencé à parler d'une chose et j'aimerais bien qu'on revienne dessus, c'est, les cryptos, c'est anonyme. Heu,
ça, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, que ouais, bah, justement, les arnaqueurs, ils prennent les cryptos parce qu'après, on ne pourra pas les retrouver. Et, Bah, et moi, c'est un sujet sur lequel c'est un sujet juste sur lequel, pendant un bon moment, je pensais exactement la même chose. Je me suis dit, bah, par exemple, j'ai perdu mes cryptos, bah, on les retrouvera plus jamais, ou il y a, enfin voilà, on n'y arrivera pas, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, et tu me l'as prouvé. Est-ce que tu peux justement revenir sur ce sujet, d'expliquer que, bah, il y a peut-être des anonymes parfois, mais il y a une grosse partie des trucs que tu retrouves. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a cette idée reçue de l'anonymat sur laquelle évidemment les escrocs jouent beaucoup, hein. Donc, mais bon, voilà, c'est pas un réel anonymat dans le sens où l'avantage de la blockchain, c'est que ça reste un grand livre ouvert où on a accès à tout. Après, c'est juste que c'est une masse d'informations colossale, notamment dans le cadre des escroqueries où ils vont, bah, voilà, ils vont chercher, ils ont des schémas de blanchiment, hein. Pareil, ils inventent rien, hein. Ils réutilisent ils utilisent des méthodes ancestrales, hein, qui, de manière plus moderne, en utilisant les mixeurs, des robots, enfin voilà, en automatisant tout. Et on se retrouve effectivement avec une masse de données monstrueuse dans laquelle il faut creuser. Donc voilà, l'anonymat, il n'existe pas. Et après, voilà, on trouve le point de sortie auprès de l'exchange qui, lui, connaîtra l'identité derrière via le KYC. Donc, Donc, il y a l'anonymat, il toujours est... moyen de retrouver la personne qui t'a arnaqué. Alors, il y a toujours moyen de retrouver le réseau de blanchiment de la personne qui a arnaqué. Alors évidemment, on tombe parfois sur on va dire des amateurs qui vont privilégier le circuit court, hein, donc ça va être plus facile que dans d'autres cas. Donc tu vas avoir voilà, s'il y a recours à un mixeur ou pas de mixeur, déjà ça en dit long sur le degré de professionnalisme de la personne, hein, et le nombre d'étapes intermédiaires. Mais c'est exactement ça, quoi. Il y a du travail à faire, il y a des choses à faire, hein. Ah, c'est fou. Et en plus, bah, comme vous le savez, enfin, et comme vous l'avez dit tous les deux, c'est qu'ils sont de plus en plus ingénieux, donc ils vont chercher de plus en plus d'astuces. Et vous, de l'autre côté, vous devez apprendre toujours des nouvelles choses. Est-ce que justement, il y a des choses que vous avez appris il n'y a pas très longtemps que vous voulez nous partager comme arnaque ou comme hors crypto, hein, pas forcément crypto, des choses que vous avez appris, que vous avez dit, ah bah eux, ils ont fait une nouveauté, on ne savait même pas encore que c'était possible. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris il n'y a pas très longtemps? Bah, même une chose. Bah, moi, je pourrais te parler, alors c'est pas forcément très, très récent, mais je pourrais te parler de l'utilisation d'algorithmes de blanchiment. Ah En ouais, fait, ok. ils vont, plugger, des wallets sur un système qui va faire des transactions de manière extrêmement répétée. Et je vais te donner un cas concret sur lequel on a bossé. C'est, je suis en train de travailler sur une transaction de 15 000 $. Bon, bah, OK, 15 000 $. Et puis là, je tombe sur des comptes, je regarde un petit peu les comptes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'argent et je vois le cumul, des comptes, 61 millions de dollars. Je me dis, ça fait beaucoup d'argent. Et en fait, je creuse un peu plus et en fait, je me rends compte que les 61 millions de dollars, il n'y a pas 60 millions de dollars, c'est les mêmes 15 000 €, mais qui ont tourné 4 000 fois. Et donc forcément, voilà, donc du coup, quand tu fais 4 000 transactions, bah, tu vas pas cliquer 4 000 fois, attendre 15 minutes que ton bitcoin soit passé et recliquer derrière en continu pendant je sais pas combien enfin 4 000 fois un quart d'heure, je sais pas combien de jours ça fait. Donc forcément, il faut que tu automatises un peu le process si tu fais du blanchiment comme ça. Mais du coup, en mettant ça en place, on voit aussi des escrocs qui perdent le contrôle de leur système d'automatisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bah, tu as des pouillèmes, tu as les frais de transaction qui partent. Mais si tu fais tourner le système un petit peu trop, bah, tu as plus rien à la fin. Et ça nous est arrivé, on l'a vu. C'est-à-dire qu'on a vu des dossiers dans lesquels on commence à tracer, on commence à regarder, puis on voit que ça tourne dans tous les sens, on suit les trucs, on reconstruit la structure. Alors déjà, tu vois aussi que manuellement, tu peux pas vraiment le faire, hein, parce que quand tu as 4 000 transactions à analyser, qui s'imbriquent les unes dans les autres, ça prend du temps à cliquer si tu le fais à la main. Et donc, tu arrives à la fin et puis on se retrouve, bah, voilà, on a été voir la victime, on lui a dit: «Bon, on est désolé, mais à la fin, il reste plus que 2 000 € parce que tout le reste, c'est parti, c'est vaporisé, c'est parti en poussière». Donc, voilà, donc là, forcément, déception derrière. Mais, voilà, donc ça, c'est clairement, Mais ils ont utilisé un algorithme de blanchiment alors.
Ils ont utilisé un algorithme de blanchiment, ils l'ont laissé tourner, ils ont oublié qu'ils l'avaient laissé tourner ou ils l'ont laissé tourner trop longtemps. Quand ils sont revenus, il n'y avait plus rien parce que mal paramétré, ils n'ont pas mis de limite. Le truc, il a tourné comme une boucle sur un ordi qui voilà, ça moulinait, il a tout cramé. Ah, et donc du coup, les 15 000 sont transformés en 2 000 parce que la différence, c'est les frais. Parce que la différence, c'est les frais. Alors, c'était pas 15 000 à l'époque, c'était près de 30 000, tu vois, mais sur les 30 000, il reste 2 000 à la fin, quoi. C'est là, le truc qu'ils ont sorti, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont escrocs, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Oh, là là là. là. Ça reste une marge nette pour eux. Hein. Oui, ça reste une marge nette. Mais cela dit, mais ça reste un bénéfice pour eux. Mais c'est vrai que c'est cool quand même. Ouais. Alors cela dit, il ne faut pas avoir en tête que c'est forcément des prix Nobel derrière. Hein. Il y en a qui font quand même de sacrées boulettes et ça nous donne de sacrées pistes parfois pour récupérer ou pour trouver des choses. Hein. Ah, j'imagine. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce facteur chance. Donc ce facteur chance qui fait que il y a aussi qu'est-ce que les escrocs ont fait de cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Quel est leur degré de professionnalisme? Donc si tu as le malheur de tomber sur une équipe qui est extrêmement pro, qui connaît son taf, qui fait les trucs vachement bien, ça va être compliqué. Par contre, si tu tombes sur une série sur des pieds nickelés qui font n'importe quoi, bon, voilà, ça tu prends une option très forte sur ta récupération là. Et il y a quand même souvent, sans peut-être donner des astuces aux personnes qui nous écoutent et qui sont mal intentionnées, mais il y a souvent des boulettes, il y a toujours un trou dans la raquette qui permet à un moment de trouver une faille. Et quelles sont la plus grosse boulette que vous avez vue il y a pas très longtemps, enfin, depuis le début? Oh je dirais que la boulette, c'est un On escroc aime qui bien va les cas concrets, en fait. encaisser ouais, je vois ça, mais je dirais que la boulette qui est presque quasiment incroyable, ça va être l'escroc qui encaisse directement l'argent sur son compte perso. Un génie. D'accord, ouais. C'est ça. On se dit quand on tombe là-dessus, on se dit: «Attends, il y a un truc là. Attends, c'est pas possible, il a pas pu faire ça» et puis Mais il on avait regarde, 14 ans, il était basé dans un pays pas développé où c'était vraiment. et puis tu cherches, tu essaies de réfléchir, tu te dis: «Mais elle est où l'arnaque? Elle est où le truc là? Il a quand même pas fait ça?» Eh bah si, il a fait ça. Voilà, voilà, et puis il y en a, c'est pas forcément des petits montants, tu vois? Ouais, puis en plus, pour aller le voilà. déclarer sur ton compte, c'est gros, si c'est une grosse somme, enfin, à un moment, comment tu le fais? Enfin, ouais. Et les banques, elles acceptent ce genre de choses sans problème ou des fois même elles mettent des petits avertissements? Parce qu'on sait que nous, des Alors fois, dès qu'on veut sortir que 1 000 € de notre compte, on se fait envoyer un questionnaire comme ça oui, par la banque. Alors pour oui. encaisser aussi, Oui, c'est oui. bizarre que des fois, même les banques ne se rendent pas compte. Bon, alors après, on ne sait pas comment la personne répond à son formulaire aussi, tu vois? Donc, Ouais, c'est vrai. et puis de toute façon, à partir du moment où c'est un arnaqueur, toi, quand tu reçois un formulaire, tu vas dire la vérité. Lui, à la limite, il va mentir et puis au pire, il perd l'argent, quoi. Et puis comme c'est pas son argent, quelque part, il s'en fout, quoi. Donc, donc il va le tenter. Il va le OK. tenter. Mais Quelles ouais. sont les leçons que vous avez appris tous les 2 depuis que vous êtes dans l'écosystème de la défense? Est-ce qu'il y a une leçon parmi tant d'autres, parce qu'on sait qu'on en apprend tous les jours, que vous voilà, qui vous sert peut-être encore au quotidien ou que vous avez appris que vous ne pensiez pas apprendre? La question, elle est valable pour tous les 2. Alors c'est Ouais, vas-y Yann, je te laisse commencer ou tu veux que j'y aille? Déjà qu'il faut se renouveler constamment. Hein. ouais, C'est un peu le filigrane de toute la discussion. Hein. C'est que déjà, le domaine de l'arnaque, il évolue constamment depuis des décennies, voire même des siècles. Hein. Tout ça, ça existe depuis très longtemps. C'est juste des adaptations en fonction des évolutions technologiques. Là, c'est la crypto. Avant, c'était autre chose. Avant, c'était les cartes bancaires. Voilà. Enfin, maintenant, c'est la crypto. Dans quelques années, qu'est-ce que ce sera? Donc, c'est vraiment ça. Rester une veille constante et voilà. Et c'est aussi ce que nous on aime bien. On aime bien ça aussi. Hein. Ça permet de faire des choses différentes, de voilà, de pas s'encrouter, on va dire. Donc, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment évoluer en permanence. Ouais. toujours Ouais. trouver, avoir un coup d'avance avec les gens. Et toi, de ton côté, Marc,
Est-ce qu'il y a Alors, justement une leçon moi, que tu tu as vois, apprise? je pense que je vais élargir ta question et je vais faire écho à ce que tu as dit au tout début parce que ça fait 10 ans qu'on a la boîte. Et donc, je dirais que la leçon de ces 10 ans, hein, qui est même au-delà du Web3, c'est que au quotidien, tu as toujours des surprises, tu as toujours des imprévus qui vont te tomber dessus. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence et ce qui fait que tu vas les surmonter, que tu vas tenir pendant ces 10 ans, c'est la manière dont tu vas intégrer ces imprévus. C'est-à-dire que ces imprévus, faut pas les voir comme des problèmes, comme des cailloux, comme quelqu'un qui te jette des pierres pour t'empêcher d'avancer. En fait, il faut les voir comme des pierres sur lesquelles tu vas monter pour aller plus haut et pour aller plus fort. C'est même quand c'est des mauvaises nouvelles, tu as toujours des leçons à apprendre, tu as toujours une force à tirer de tout ça, Ah, tu c'est vois? sûr. C'est-à-dire même si tu te plantes complet, OK, tu t'es planté, mais en fait, tu t'es planté parce que tu étais mauvais et en fait, tu t'es planté parce que tu dois être meilleur et du coup, tu dois prendre ça, tu vas dire: «Bon, OK, là, on s'est planté, ça sert à rien de courir après un train qu'on a raté. Ce qu'il faut, c'est être à l'heure pour le prochain. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de pourquoi je me suis planté là? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être à l'heure pour mon prochain train et pour pas me replanter, sur autre chose derrière? Voilà donc, et c'est comme ça qu'en fait, en tant que boîte, on tient 1 an, on tient 2 ans, on tient 3 ans, on tient 10 ans, quoi. Et on saute les 10 ans. Ouais. Et voilà et en fait, les 10 ans, ils arrivent, on les a même pas vus passer, quoi. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis toujours dans les 3 mois où on vient de créer la boîte, quoi, où on court partout, on essaie de mettre en place les trucs, tu vois? Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, c'est tu jeune, tu restes toujours étudiant dans ta tête, tu as toujours 20 ans dans ta tête et puis un jour tu te réveilles, tu as 60 ans, quoi. Bah, là, avec une boîte, c'est pareil, on vient de créer la boîte, on est dans le feu de l'action, on fait les trucs, on fonce, on gère les problèmes du quotidien, tu as la tête dans le guidon et puis un jour tu te ré tu as quelqu'un comme toi qui te dit: «Mais alors les 10 ans, c'était quand?» «Ah ben merde, c'était il y a 1 mois et demi, on les a pas vus, zut!» C'est Là, c'est voilà, fou. quoi, C'est fou. On arrive gentiment à la fin du podcast. Vous nous avez apporté énormément de valeur, beaucoup, beaucoup de partage. Et à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à nos invités. Alors, le mot de la fin, ça peut être de nous parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé, que vous vouliez parler potentiellement. Je sais qu'on en a abordé beaucoup. Ça peut être tout simplement nous partager un mantra. Là, vous venez nous donner un petit peu des infos sur les leçons que vous avez apprises. Vous avez carte blanche pour nous partager, voilà, pour le mot de la fin. alors tu veux te lancer Yann Ouais, ou je m'y colle? vas-y, commence. Vas-y. Ah, je commence? Parle pour nous, Heu, je te fais bah, confiance. écoute, tu vois, moi, je suis en train de j'essaie de développer une chaîne YouTube sur laquelle je fais des petites capsules vidéo dans lequel je parle, Bravo. des arnaques historiques. Donc je vais vraiment toucher du sujet froid, des trucs qui se sont passés il y a différents siècles et je me rends compte qu'il y a vraiment une constante dans l'arnaque, dans la manière d'escroquer, de mentir, que les hommes ont, de mentir les uns envers les autres. Donc là, je viens d'en sortir une qui est sur, l'arnaque du faux Inca. C'est un type qui a voilà, un usurpateur qui s'est fait passer pour, un des derniers Incas en Amérique du Sud. Donc, une histoire assez incroyable et ben, en fait, tu vois, en faisant ces histoires, je me suis dit: «Bah, un jour, je ferai une capsule comme ça sur le Web 3». Parce que le Mmh. Web 3, ça va devenir quelque chose d'historique et il y a les gens qui vont regarder, ils vont se dire: «Ouais, regarde, à l'époque du Web 3, c'était comme ça». Et du coup, ça, tu vois, c'est ce petit côté qui me fait kiffer ou alors on sera plus au Web 3, on sera peut-être au Web 80 à l'époque, mais tu vois, ça va tellement vite, Ouais, c'est mais clair. voilà, garder tout cette mémoire, cette vie, tu vois? Ça, c'est un petit côté qui me plaît énormément. Est-ce que tu peux nous partager le nom de ta chaîne sur lequel Oh on bah, peut tout justement simplement retrouver ces Broker capsules? Défense. Broker Défense, Broker on n'a Défense. pas du tout été original et dessus, c'est la série qui s'appelle Chronique des grandes arnaques. Trop cool. Et ben, on invite tout le monde à aller regarder, Broker C'est ça, Défense, la chaîne et les chroniques que c'est tu du mets contenu hyper court, ça dure 2 3 minutes, voilà, et on en apprend. OK, tu bah, apprends. merci beaucoup et toi de ton côté Yann, est-ce qu'il y a il y a pareil, il y a un petit mot de la fin, un sujet que tu voudrais qu'on a abordé, que tu voudrais reprendre, un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé?
Non, bah, on a été quand même plutôt complet, hein. Ça reste un vaste sujet, mais on a quand même bien balayé. Non, bah, c'est dire que, bah, nous, on est tombés dedans, par hasard, hein, le Web3, on connaissait un peu avant et là, c'est vrai que maintenant, c'est devenu notre quotidien depuis quelques années, enfin, surtout depuis quelques mois et c'est vrai que c'est hyper stimulant, c'est hyper intéressant, ça permet de faire des rencontres, de voir vraiment cet écosystème, où des fois on se sent vieux aussi, hein, parce que nous on a presque on a l'impression de ne pas être la même génération. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que bah là, voilà, ce qu'on disait avant, on aimerait bien mettre un pied, enfin même plus qu'un pied dans la prévention, parce que c'est quelque chose, bah, à force d'être dedans, ça nous plaît. On voit que tout le potentiel que ça peut avoir. Donc si on peut aider à le rendre un peu plus sûr et à faciliter l'adoption pour le grand public en aidant à le sécuriser, ben voilà, ça va être, c'est une belle aventure. Ouais, c'est sûr. Ah, et souvent, on parle de prévention par l'éducation et par justement la formation. Donc, ça pourrait être un sujet sur lequel on pourra travailler et sur lequel vous êtes posé. Enfin, nous, en tout cas, on essaie de faire un maximum de prévention et d'éducation avec Token Talkers. Et je sais que vous, ça va être un des sujets sur lesquels vous allez travailler. Donc, impatient de voir la suite. Et puis, on fera un podcast dans 6 mois, dans un an, justement, quand vous aurez lancé encore d'autres choses parce que on sait que voilà, vous avez tout le temps plein d'idées et qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver chez Broker Défense. Donc, trop impatient. Bah, merci pour votre temps. Un grand bravo Merci pour à ce que vous faites parce que vous faites tellement du bien à l'écosystème. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous. Il en faut de plus en plus et surtout des gens pros. Donc, vraiment, merci. Puis merci d'aider les gens qui sont un peu perdus, qui ont perdu tout espoir en se disant mais je ne sais plus comment je vais faire pour retrouver mes cryptos ou mon argent ou quoi. Et puis vous arrivez et dites bah, attendez, on va trouver une solution. Donc, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci. Et puis merci à Ah, toi aussi pour ce que tu fais, hein. ouais, bah, on essaye de faire le maximum. Mais en tout Ouais, bah, cas, vous faire avez, connaître. vous avez déchiré le podcast, c'était trop cool. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour les gens qui nous ont suivis sur la chaîne de Token Talkers et à très vite. Ouais, à bientôt, ciao. Super, ciao.